Avant toute chose, je voudrais prendre un petit moment pour à consacrer à toutes les personnes concernées par les troubles psychiques et leurs proches qui nous ont quittés malheureusement trop tôt. Autour de moi, j'ai même plus assez de doigts sur la main pour les compter. Donc je voudrais que tous ensemble, en fait, on se lève pour applaudir, pour prendre un temps pour eux, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Voilà. Juste un petit temps d'applaudissement. Merci, merci, merci beaucoup. Ces applaudissements ne sont pas seulement pour ces personnes. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme que j'ai rencontrée ce dimanche dernier. Donc, elle avait 24 ans. Elle était mère d'une jeune petite fille de 7 mois. J'avais voulu en fait partir ce dimanche voir ma petite sœur qui a 10 ans de moins faire un tournoi de cheval. Ma petite sœur est passée 4e et cette jeune femme est passée 5e. Et au dernier saut d'obstacle, en fait, elle a trop tiré les rênes. Elle a fait une bascule avant et le cheval lui est retourné dessus. Et elle est morte sur le coup devant nous tous. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que du coup, je pense à elle depuis dimanche constamment. Et parce que aussi, pour moi, c'est important, en fait, ça fait relativiser sur beaucoup de choses, en fait. Sur à la fois le vivant, l'amour, le présent, le vivre ensemble, ce pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Et surtout, cette notion du temps aussi, de prendre le temps, en fait. Parce que moi, le premier, donc je vais vous raconter mon histoire, mais j'ai tendance à toujours penser au coup d'après, être dans le futur, parce que voilà, je suis entrepreneur, je dois faire des choses. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser et relativiser sur. Imagine, Maxime, si c'était ta petite sœur qui était tombée dimanche. Imagine. Et du coup, voilà. Donc, je voulais juste avoir une pensée pour cette jeune femme, sa famille et ses proches. Voilà, donc c'est une chose qui arrive une fois tous les 100 ans, apparemment, dans cet hippodrome. Et il se trouve que j'étais là ce jour-là avec tous les enfants autour qui ont tout vu. Et voilà, c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maxime Pérez-Zidvogel, j'ai 29 ans. J'ai eu la chance d'avoir une enfance plutôt tranquille, donc j'ai eu la chance de grandir en banlieue parisienne. J'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu des facilités à l'école. J'ai été piqué par le virus chinois, donc pas le Covid, mais juste le virus chinois, à l'âge de 15 ans parce que ma mère travaillait en Asie. Suite à cela, en fait, j'ai enchaîné des stages dès mes 15 ans en Asie pour apprendre le chinois, donc parce que j'avais vraiment comme optique de partir vivre en Chine. Chose que j'ai fait à partir de mes. J'ai fait une école de commerce aussi suite à cela. Donc un diplôme franco-chinois en langue étrangère appliqué au business en Asie. Me voilà en Asie. Et en fait, après 2 ans et demi sur place, en fait, je me rendais compte que en fait, j'avais pas ma place en école de commerce dans le sens où je trouvais que je payais beaucoup trop cher mon diplôme pour ce que j'apprenais sur place. Ah, désolé. Et en fait, ce qui est très, je les remercie beaucoup mes parents, c'est que en fait, j'ai fait un deal avec mes parents, c'était de ne pas payer ma dernière année pour en fait me servir de cet argent pour parcourir la Chine tout seul, pour essayer de créer des. Enfin, j'avais des idées de business déjà. Je travaillais déjà pour une marque de vêtements, moi, ça s'appelle le Slip français, pour le développer alors que j'étais encore étudiant. Et de là m'est venue l'idée donc de profiter du temps que j'avais à ce moment-là et de l'énergie surtout et du visa que m'avait obtenu mon école de commerce, et, même si j'ai pas payé l'école. Et suite à cela, donc je suis parti pendant 1 an, donc j'ai parcouru toute la Chine tout seul. Et au cours de cette année, j'ai créé, le nombre est un peu énorme, mais j'ai créé 4 startups donc dans divers domaines. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans me rendre compte, parce que je n'étais pas au courant de ce que c'était, je commençais à avoir les symptômes de la manie, donc c'est une des phases de bipolarité. Et ce qui s'est passé, c'est que la machine s'est vraiment emballée sur la fin, à tel point qu'en fait, mais heureusement, donc l'importance d'avoir des potes et des potes qui se rendent compte en fait de l'état psychique de ses potes. Mes potes ont eu la vive idée d'appeler ma mère au secours en lui disant, bah voilà, Maxime est en train de partir en, enfin, on ne reconnaît plus Maxime en fait, tout simplement. Il faut faire quelque chose. Donc ma mère, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris le premier avion telle une superwoman. Elle a réussi à négocier avec. Il se trouve que mon oncle et ma tante sont des grands médecins. Et eux n'ont pas voulu filer ce médicament à ma mère parce que c'est interdit par la loi et si on se fait attraper par, le, par la douane, on peut aller en prison. Mais ma mère s'est démenée à trouver un médecin qui a accepté de lui donner. Donc ma mère arrive en Chine, elle a réussi à me retrouver. Et en fait, étape par étape, en fait, elle m'a drogué à mon insu dans mon verre pour en fait me calmer et en fait me faire comprendre que je pouvais rentrer, même si en fait, parce que moi dans cet état-là, je me rendais compte de rien. Et en fait, j'étais persuadé qu'en fait, super, j'allais rentrer auprès de la princesse et que j'allais revenir après, mais en fait,
pas du tout. Donc ça, c'est vraiment le début du croisement de chemin dans mon histoire. C'est que voilà, me voilà arrivé à Paris. Je pense que tout va bien, que je vais juste avoir une petite inspection auprès du médecin. Donc ma tante est là. En fait, on me propose de prendre un médicament. Donc de base, moi j'étais anti-médicament. Et donc je refuse. Et à ce moment-là, en fait, il y a 2 infirmiers assez costauds qui arrivent, qui me déshabillent et qui me font une piqûre sur les fesses. Et de là, en fait, je me réveille apparemment 5 jours après, attaché en contention dans une salle blanche. S'en est suivi, en fait, je ne savais pas du tout ce qui se passait en fait, à ce moment-là. On se réveille. Littéralement, ça, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, c'est souvent ce que je dis, de se retrouver attaché en contention dans une salle sans savoir si je suis en France, en Chine. C'est franchement hyper compliqué à vivre. De là, en fait, on m'explique que je suis là dans le cadre des 12 jours. Donc, qui sait ce que c'est les 12 jours? Je ne pense pas que vous le sachiez. Mais en fait, c'est un protocole qui existe depuis 2013. Quand on est placé sous contrainte, en fait, on est placé à l'isolement et au bout de 12 jours, on doit prendre un avocat et passer dans le juge des libertés pour vérifier le bien fondé de son placement en contention. Donc autant vous dire que moi j'étais complètement perché à ce moment-là. On m'explique que je dois prendre un avocat, que je vais passer dans le juge des libertés, mais il n'y a rien de plus violent en fait. Donc je vis ça. Après ce passage devant le juge, donc il m'explique que voilà, je suis bel et bien malade et il faut bel et bien que je reste ici. Moi, le petit Maxime qui avait vécu en banlieue parisienne, tout allait bien, jamais j'avais entendu parler de tout ça, mais en fait c'est hyper méga violent de ne pas savoir en fait ce monde parallèle. À la fois c'est horrible et à la fois c'est passionnant de se rendre compte de tout ce monde d'à côté. En fait, si on n'est jamais concerné, on n'y pense pas une seule seconde, mais en fait tout le monde devrait être concerné par ça parce que ça peut vous arriver dès demain par exemple. Enfin moi ça m'est arrivé du jour au lendemain. Donc j'aurais bien voulu savoir en fait en amont en fait ce que c'était ce genre de pathologie pour éviter en fait tout ce qui va se passer par la suite. Donc de là, en fait, on m'explique que je suis donc bel et bien bipolaire. De là, j'apprends en fait, ça j'en ai beaucoup voulu à mes parents, que j'en avais eu dans la famille, mais qu'on ne me l'avait jamais dit. Donc ça, c'est un truc très français en fait, c'est le tabou familial. Donc je vous invite toutes et tous à vraiment en parler en famille, parce que franchement, je trouve ça insensé de ne pas en parler en famille pour justement éviter ce genre de catastrophe. Suite à cela, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai appris ce qu'était la bipolarité, déjà, petit 1. Et par rapport à ça, je vous invite toutes et tous en fait, à vous renseigner par vous-même, parce que je me suis rendu compte en fait, avec le temps, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça, en fait, quand j'explique comme ça à l'oral, les gens ils n'intègrent pas. Il faut vraiment faire la démarche d'aller voir. Mais dans l'idée, voilà, c'est un trouble de l'humeur caractérisé par des phases dites de manie, donc excessive, ou de dépression, avec un retour à la normale entre les deux. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 à 3% de bipolaires en France et qu'il y a 20% de suicides. Donc faites le calcul parmi vos contacts Instagram, LinkedIn, Facebook, ce que vous voulez. Faites 2 à 3% et faites 1/5 de ça, c'est le nombre de personnes qui vont en fait se suicider. Et ça, c'est parce qu'en fait, elles ne sont pas assez épaulées dans la société française. Donc parenthèse refermée. Donc on m'apprend tout ça. Et là, j'ai une super psychiatre à ce moment-là qui m'explique, parce que moi, j'étais encore dans l'optique de vouloir sortir le plus vite possible de l'hôpital psychiatrique pour retourner en Chine. Et là, voilà, manque de bol, je tombe sur une psychiatre à ce moment-là qui m'explique qu'en fait, c'est fini, quoi. Que je peux oublier mes startups, que je peux oublier une vie stable, que je peux oublier une vie amoureuse normale, que je peux oublier les sorties, que je dois avoir une vie genre complètement neutre et entre guillemets plus rien faire de ma vie. Donc super dur à encaisser. Au final, ma mère réussit à négocier pour que je sorte de l'hôpital. Je retourne à la maison. Donc en vrai, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance parce que j'avais la chance d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger tous les jours. C'est pas le cas de tout le monde en fait, parce que quand on est à l'hôpital, très souvent en fait, on perd son emploi, on perd son logement. Et si on n'est pas épaulé par sa famille, c'est pas par hasard en fait qu'il y a 30% des gens à la rue en France qui ont un trouble aussi. Ça, c'est important de le savoir. Et donc moi, je suis resté au final 17 mois dans ma chambre enfermé sans sortir de ma chambre. J'ai pas répondu à un seul appel de mes potes, mais même si je les remercie tous les jours parce que notamment un qui m'a appelé littéralement tous les jours pendant 17 mois alors que j'ai jamais répondu. Donc d'où l'importance des potes dans ces moments-là. Et mais bon, c'est pas pour autant que j'ai quand même pas fait j'ai fait une tentative de suicide, voilà. Après c'est le dessin, je suis toujours là, donc voilà, mais c'est pas facile de passer par ce genre d'étape comme vous pouvez l'imaginer. Suite à cela, je vais un peu accélérer, mais je pourrais parler pendant des heures, mais dans l'idée, ce qui s'est passé, c'est que donc super dur, en fait, j'étais dans le déni parce qu'en fait, j'avais aussi honte de tout ce que j'avais pu faire dans ces phases dites de manie, parce que voilà, j'ai pas dormi pendant plusieurs mois, j'étais dans l'excès, voilà, tout un panel de choses que je vous invite à découvrir sur la bipolarité, mais il y a aussi des très bonnes choses, hein, et des bons côtés, notamment la créativité.
Et suite à cela, en fait, j'ai eu un vrai premier déclic. C'est ma petite sœur qui est venue me voir dans ma chambre à l'époque. Et donc en 2010, donc c'était en 2015 le diagnostic, en 2017, et qui m'a juste dit, mais Maxime, en fait, je te reconnais plus. T'es plus mon grand frère. T'es mou, t'es chiant. Il est où mon grand frère? Et là, je vous avoue que ça m'a mis une grosse claque dans la gueule. Et c'est de là, en fait, que j'ai décidé de me motiver. De là, j'ai décidé d'aller de l'avant et j'ai commencé à marcher, tout simplement. J'ai compté, parce que je devais le faire pour autre chose. Là, j'ai marché 15 000 km en 5 ans. Parce que je marche 10 km par jour pour trouver l'équilibre. Et pour aussi atténuer les effets secondaires des médicaments, parce que forcément, qui dit bipolarité dit traitement avec effets secondaires. Donc, notamment, moi, le mien, il attaque mes reins. J'ai des tremblements. Et suite à la contention et ce genre de choses, j'ai pas mal de problèmes quand je suis enfermé. Enfin voilà, forcément, il y a pas mal de choses à prendre en compte. On oublie aussi qu'en fait, bipolaire, c'est pas juste lunatique. C'est quand même le handicap le plus classé numéro 6 au niveau mondial, donc c'est pas rien. Et donc, je me décide d'avancer, d'accepter la maladie. Je me fais réhospitaliser, mais cette fois dans un centre expert où il n'y avait que des bipolaires. Et là, pour la première fois, en fait, j'accepte la maladie, donc j'en parle avec les autres patients, à la différence de la première hospitalisation. Et c'est là qu'en fait, en parlant aux autres, j'ai une espèce de... Et là, c'est le vrai deuxième déclic. Je pourrais citer au milieu du chaos résidait de l'opportunité de Sun Tzu, mais c'est là que je me suis dit, mais en fait, peut-être que la solution, c'est peut-être en fait pour avancer pour moi, c'est peut-être en fait de servir pour guérir, en fait. Donc de créer une structure pour en fait aider les personnes comme moi, parce que je me dis, c'est pas possible que je sois le seul. Et si en plus, moi, j'ai eu la chance de faire une grande école, d'avoir une famille qui me soutient, je m'imagine pas les autres et le soutien qu'ils ont. Donc de là, j'ai eu l'idée de créer donc ma première association qui s'appelait Bipolaire et Fier. Et ensuite, rebelote, là je suis reparti en marchant comme quand j'étais en Chine. Et en fait, j'ai fait toute la France pour voir un peu tout ce qui existait, après aussi, au niveau de l'Europe aussi. Et de là, je me suis inspiré. Et en fait, c'est mon côté entrepreneur qui est revenu sur le dessus. Et aussi parce que en fait, j'avais des convictions et j'avais surtout envie de me prouver à moi-même que, ok, je suis bipolaire, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et dans l'idée, je vous invite vraiment à vous renseigner donc, sur l'association que j'ai créée donc, qui s'appelle La Maison Perchée. Donc l'idée c'est que c'est la première association qui vient en aide, qui est non médicalisée, spécialisée pour les jeunes de 18 à 40 ans, qui vient en aide à toute personne concernée et leurs proches. Et aussi l'objectif c'est de sensibiliser le grand public. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une aventure humaine et on prouve en fait, moi ma plus grande fierté là-dedans, c'est de me prouver en fait que finalement j'étais capable. Et ma psychiatre qui était là le jour du déclic en 2017 m'avait dit au début, mais Maxime, en fait, c'est de la folie. On n'a jamais vu un malade et d'autres malades. C'est pas possible, en fait. Et là, il y a encore un mois, elle m'a félicité parce qu'il se trouve que voilà, donc maintenant on est 70 dans l'association. On a une plateforme en ligne qui cartonne. On arrive à toucher des gens dans toute la France et même à l'étranger. On ouvre un premier local là à Paris. Et comme quoi, c'est possible, en fait. Et donc, ma conclusion, c'est vraiment de vous renseigner, de prendre le temps. Parce que c'est important en fait, et parce que peut-être que vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, et vous serez peut-être demain ou après-demain, peut-être que ça sera votre cousin, votre pote, votre sœur, et en fait, l'intérêt de mon association, c'est vraiment d'éviter aux gens de perdre ces 2 années que j'ai perdues, cette tentative de suicide, et en fait, c'est vraiment la brique manquante du parcours de soins, et voilà. En tout cas, il y a plein de morale à cette histoire, je pourrais parler encore pendant des heures, en vrai, j'ai plein d'histoires à raconter, vous pouvez aller voir sur le site, on a fait plein de choses magnifiques sur nous, avec mes cofondatrices. Mais c'est vraiment, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Jacques Brel qui dit vous vous cassez la gueule, bah vous vous cassez la gueule. On ne meurt pas de se casser la gueule. Et moi, je rajouterais, mais pour y arriver, on ne peut pas rêver tout seul. Voilà, merci.